Le système nerveux est un système primordial dans tout ce que nous faisons. Il est en effet non seulement responsable de la coordination des actions avec l'environnement extérieur, de la communication rapide entre les différentes parties du corps, mais il exerce aussi une fonction de contrôle sur l'ensemble de notre organisme. Le système nerveux est divisé essentiellement en deux parties. Le système nerveux central formé par l'encéphale et la moelle, ainsi que le système nerveux périphérique formé par une partie afférente et une partie efférente. La partie afférente est responsable de la transmission des informations sensitives provenant de la périphérie vers le système nerveux central. Elle inclut les différents récepteurs sensoriels ainsi que les nerfs afférents et leurs ganglions. La partie efférente est responsable de la transmission des informations motrices provenant du système nerveux central vers la périphérie, entraînant alors une contraction des muscles squelettiques, mettant le mouvement par l'intermédiaire du système nerveux somatique et la contraction des muscles lisses permettant de réaliser l'activité des organes par l'intermédiaire du système nerveux autonome. Le système nerveux est constitué de deux groupes cellulaires principaux, les neurones et les cellules gliales ou névroglies ou encore gliocytes. Les neurones constituent les unités structurales et fonctionnelles du système nerveux. Ils sont composés d'un corps cellulaire qui contient le noyau et les différents organites. Dans la plupart du temps, le corps cellulaire du neurone est situé à l'intérieur du système nerveux central. Les regroupements de corps cellulaires dans le système nerveux central sont appelés noyaux et les regroupements qui sont situés le long des nerfs dans le système nerveux périphérique portent le nom de ganglions. Les neurones présentent des prolongements neuronaux qui prennent naissance dans le corps cellulaire. Ces prolongements sont représentés par les dendrites qui constituent la principale structure réceptrice et les axones qui constituent la principale structure conductrice du neurone. Le système nerveux central contient à la fois les corps cellulaires et les prolongements neuronaux, alors que dans le système nerveux périphérique, à l'exception des ganglions, on ne retrouve que les prolongements neuronaux. Tout axone lent est appelé neurofibre ou fibre nerveuse. Les regroupements d'axones portent le nom de vaisseaux et des tractus dans le système nerveux central, mais portent le nom de nerfs dans le système nerveux périphérique. Lorsque deux neurones entrent en contact, ils constituent une synapse, permettant le transfert de l'information d'un neurone à un autre, ou dans le cadre d'une synapse neuromusculaire, par exemple, d'un neurone à une cellule effectrice. Les axones de nombreux neurones, et plus précisément ceux qui sont lents ou de diamètre important, sont recouverts de gaines de myéline qui protègent les axones, les isolent électriquement les uns des autres et accroît la vitesse de transmission des potentiels d'action. Dans le système nerveux périphérique, les gaines de myéline entourant l'axone sont formées d'un très grand nombre de cellules de Schwann. Ces cellules s'enroulent autour de l'axone, expulsant leur noyau et une grande majeure partie de leur cytoplasme à l'extérieur. Les membranes plasmiques des cellules de Schwann, appelées aussi neurolémocytes, contiennent beaucoup moins de protéines et beaucoup plus de lipides que celles de la plupart des autres cellules corporelles. On n'y retrouve donc ni de canaux protéiques, ni de transporteurs protéiques, ce qui fait des gaines de myéline d'excellents isolants électriques. Entre les cellules de Schwann adjacentes, le long de l'axone, on retrouve des nœuds de Ranvier où se concentrent les canaux protéiques. Lorsque les cellules de Schwann entourent les axones sans s'enrouler, on dira que les axones sont amyélénisés et dans ce cas, une cellule de Schwann pourra se lier à plusieurs axones. Dans le système nerveux central, les gaines de myéline sont élaborées par les oligodendrocytes. Mais contrairement aux cellules de Schwann qui s'enroulent pour former un seul segment entre deux nœuds de Ranvier, les oligodendrocytes sont capables de s'enrouler autour de multiples axones. Les axones dont le diamètre est petit sont, comme dans le système nerveux périphérique, amyélénisés. Dans ce cas, ces axones sont recouverts par de longs prolongements des cellules gliales. Parlons maintenant du potentiel d'action et du potentiel de repos du neurone. Au repos, si l'on insère une microélectrode de voltmètre dans le cytoplasme d'un neurone et que l'on place l'autre sur sa face externe, on peut enregistrer un voltage d'environ -70 mV à travers la membrane. La face cytoplasmique de la membrane du neurone est chargée négativement, alors que la face externe est chargée positivement. Cette différence de potentiel appelée potentiel de repos est due d'une part à la différence dans la composition ionique du cytoplasme et du liquide interstitiel, et d'autre part à la différence de la perméabilité de la membrane plasmique à ces ions. Supposons qu'on soit au niveau d'une synapse chimique
et qu'un neurotransmetteur soit libéré au niveau de la fente synaptique. Lorsque ce neurotransmetteur se lie à un canal ligand dépendant retrouvé au niveau de la membrane postsynaptique, il y a génération de potentiels gradués, qui sont des modifications locales et de courte durée du potentiel de membrane qui peuvent être soit des dépolarisations ou des hyperpolarisations. Cette graduation dépend de la quantité du neurotransmetteur libéré et de la durée de son séjour dans la fente synaptique. Si la liaison du neurotransmetteur entraîne la dépolarisation de la membrane postsynaptique dans les synapses excitatrices par ouverture d'un canal qui permet aux ions Na+ et K+ de diffuser simultanément dans des directions opposées, on parlera de génération de potentiels postsynaptiques excitateurs. Ces potentiels postsynaptiques excitateurs ne durent que quelques millisecondes, mais sont capables de se propager jusqu'au segment initial de l'axone. La seule fonction de ces PPSE consiste à favoriser la production d'un potentiel d'action par la zone gâchette de l'axone lorsque ces derniers sont assez puissants pour dépolariser l'axone jusqu'au seuil d'excitation, permettant alors au canaux voltage dépendant de la zone gâchette de s'ouvrir. Par contre, si on est au niveau d'une synapse inhibitrice, la liaison du neurotransmetteur entraînera plutôt une hyperpolarisation de la membrane postsynaptique en augmentant sa perméabilité aux ions K+, ou aux ions Cl- ou aux deux en même temps, alors que la perméabilité du Na+ n'est pas modifiée. Le mouvement des ions K+ ou Cl- obligera la face interne de la membrane à devenir plus négative, ce qui l'écarte du seuil d'excitation de l'axone. Le neurone postsynaptique devient donc moins susceptible de générer un potentiel d'action. Ces changements de potentiel sont appelés potentiels postsynaptiques inhibiteurs. Comme on vient de le voir, lorsque les PPSE atteignent le seuil d'excitation du neurone, les canaux voltage dépendants de la zone gâchette peuvent s'ouvrir. D'abord, les canaux Na+, qui permettent une diffusion rapide du Na+, du compartiment extracellulaire vers le compartiment intracellulaire. Il faut savoir que les canaux Na+, voltage dépendant, sont pourvus de deux vannes qui réagissent au changement de voltage, une vanne d'activation fermée au repos et une vanne d'inactivation qui bloque le canal une fois qu'il est ouvert, alors que les canaux K+ ne possèdent qu'une seule vanne qui est fermée au repos et qui s'ouvre lentement en réponse à la dépolarisation. À mesure que les ions Na+ diffusent vers l'intérieur de la cellule, le potentiel de membrane devient de moins en moins négatif, atteignant environ plus 30 mV, correspondant ainsi au pic du potentiel d'action. Cette phase d'ascension du potentiel d'action ne dure qu'environ 1 milliseconde et elle cesse par fermeture des vannes d'inactivation des canaux à Na+. En même temps, il y a ouverture des vannes des canaux K+ voltage dépendant, permettant aux ions de K+ de diffuser passivement vers l'extérieur, et le neurone récupère alors la charge intracellulaire négative de l'état de repos, ce qui correspond à la repolarisation. Comme les canaux K+ voltage dépendant ne sont pas pourvus de vannes d'inactivation, la période de perméabilité des ions K+ dure un peu plus longtemps que nécessaire pour revenir à l'état de repos. Et la perte excessive des ions K+ sera responsable de l'apparition d'une hyperpolarisation tardive. À cette phase, les canaux Na+ ont repris leur position initiale en fermant leur vanne d'activation. À cette phase, les canaux Na+ ont repris leur position initiale en fermant leur vanne d'activation. Cette repolarisation rétablit certes les conditions électriques du potentiel de repos, mais elle ne rétablit pas les conditions ioniques de l'état de repos. Les pompes Na+, K+ seront alors responsables de la redistribution de ces ions. La période qui s'étend de l'ouverture des vannes d'activation des canaux à Na+ au moment où ces canaux reprennent leur état de repos initial constitue la période réfractaire absolue. Dans cette dernière, le neurone est incapable de répondre à un autre stimulus, quelle que soit son intensité. L'intervalle qui suit cette période est appelé la période réfractaire relative. À ce moment, les canaux à Na+ sont fermés et la plupart d'entre eux sont revenus à l'état de repos. Les canaux K+ voltage dépendant sont ouverts. Au cours de cette période, le seuil d'excitation de l'axone est très élevé et il faudrait qu'il y ait un stimulus exceptionnellement intense pour forcer les canaux Na+ à s'ouvrir de nouveau. La propagation du potentiel d'action du corps vers l'extrémité du neurone ou le corpuscule nerveux terminal d'un neurone présynaptique permettra aux canaux Ca2+, voltage dépendant, de s'ouvrir. L'entrée de cet ion provoquera la libération du neurotransmetteur des vésicules synaptiques par exocytose au niveau de la fente synaptique où il diffusera pour se lier à des récepteurs situés sur la membrane postsynaptique.
La pertinence clinique du potentiel d'action et du rôle des canaux Na+ voltage dépendant et que les agents qui bloquent les canaux Na+ voltage dépendant inhiberont la génération et ou la propagation des potentiels d'action. C'est d'ailleurs le mécanisme d'action de nombreux anesthésiques locaux tels que la lidocaïne, la benzocaïne ou la cocaïne. Parlons maintenant de la névroglie, cellules gliales ou encore gliocytes. Les cellules gliales constituent le support et le soutien des neurones en assurant le maintien de l'homéostasie, la production de myéline, l'apport des nutriments et de l'oxygène, et enfin l'élimination des cellules mortes et des éléments pathogènes. La glieuse est la prolifération ou l'hypertrophie des cellules gliales en réponse notamment à la lésion du système nerveux central, et les astrocytes du système nerveux central constituent les acteurs les plus importants de cette glieuse. Un gliome constitue plutôt une tumeur et donc une prolifération anormale de cellules qui n'est généralement pas en rapport avec une lésion de l'une des cellules gliales essentiellement du système nerveux central. Un gliome constitue plutôt une tumeur essentiellement du système nerveux central et donc une prolifération anormale de cellules qui n'est généralement pas en rapport avec une lésion de l'une des cellules gliales. On peut retrouver par exemple des astrocytomes, des oligodendrogliomes ou encore des épendymums. La névroglie comprend 6 types de cellules, dont 4 se trouvent dans le système nerveux central et 2 dans le système nerveux périphérique. La névroglie du système nerveux central regroupe les astrocytes, les microglies, les épendymocytes et enfin les oligodendrocytes. Les astrocytes constituent les gliocytes les plus abondants. Leurs nombreux prolongements adhèrent aux neurones et leurs terminaisons nerveuses ainsi qu'aux capillaires adjacents, permettant ainsi de soutenir les neurones et les ancrer à leur source d'approvisionnement. Ils interviennent donc dans les échanges entre les capillaires et les neurones et déterminent la perméabilité des capillaires. Ils participent aussi à la migration des jeunes neurones en les orientant et en les aidant à former des synapses. Ils régissent aussi le milieu chimique qui entoure les neurones en récupérant les ions K+ dans l'espace extracellulaire et en recyclant les neurotransmetteurs libérés. Enfin, les astrocytes jouent un rôle important dans la réparation et la cicatrisation et ils constituent un élément important dans la glieuse à la suite d'une lésion du système nerveux central en subissant alors une hypertrophie et une hyperplasie. On retrouve les astrocytes dans la substance blanche et la substance grise. Et un marqueur clé de ces derniers est représenté par le GFAP ou protéine acide fibrillaire gliale. La pertinence clinique des astrocytes est que ces derniers peuvent proliférer anormalement constituer les astrocytomes qui constituent des tumeurs fréquentes notamment au niveau du cervelet de l'enfant, mais aussi par les voies optiques, les noyaux gris et les hémisphères cérébelleux. Et ces astrocytomes auront pour marqueur le GFAP. Les astrocytes constituent avec les oligodendrocytes des cellules préférentiellement infectées par le virus JC, responsable de la leucoencéphalite. Le second type de gliocyte est représenté par les microglies ou cellules microgliales, qui constituent les macrophages du système nerveux central. Les microglies présentent des prolongements qui restent en contact avec les neurones avoisinants pour en surveiller l'intégrité. Lorsque ces cellules détectent que des neurones sont endommagés ou présentent des anomalies, elles migrent vers eux. Et si les micro-organismes étrangers sont présents ou que des neurones meurent, les microglies se transforment en macrophagocytes, capables de phagocyter les micro-organismes et les débris des neurones morts. Le VIH peut persister dans le cerveau en restant latent dans les microglies. Et en anapathe, des patients qui présentent une encéphalite chronique au VIH présenteront des nodules de microglies activés. Le troisième type de cellules est représenté par les épendymocytes, qui sont des cellules de type épithélial qui tapissent les cavités centrales de l'encéphale et de la moelle épinière. Ces cellules constituent une barrière perméable entre le liquide interstitiel dans lequel baignent les cellules du système nerveux central. Et enfin, le dernier type de gliocyte du système nerveux central est représenté par les oligodendrocytes, dont les prolongements cytoplasmiques s'enroulent fermement autour des axones du système nerveux central. Un oligodendrocyte peut, comme on le disait tout à l'heure, myéléniser plusieurs axones, constituant alors les gaines de myéline. Les oligodendrocytes constituent les gliocytes les plus abondants de la substance blanche et ils sont détruits lors de la sclérose en plaques. Dans le système nerveux périphérique, les deux types de cellules de la névroglie sont les gliocytes ganglionnaires, appelés aussi cellules satellites, et les neurolémocytes ou cellules de Schwann. Les gliocytes ganglionnaires entourent le corps cellulaire des neurones situés dans les ganglions du système nerveux périphérique en jouant le rôle des astrocytes
au niveau du système nerveux périphérique. Les cellules de Schwann sont responsables de la constitution des gaines de myéline qui enveloppent les gros axones situés dans le système nerveux périphérique. Ces cellules jouent un rôle essentiel dans la régénération des neurofibres périphériques endommagées. En pathologie, les cellules de Schwann sont détruites lors du syndrome de Guillain-Barré et elles peuvent proliférer pour former des schwannomes qui affectent classiquement le 8e nerf crânien, formant le neurinum de l'acoustique, mais qui peuvent se développer dans n'importe quel autre site anatomique. Parlons maintenant brièvement des types de fibres nerveuses. Les fibres nerveuses sont classifiées selon leur diamètre et leur degré de myélinisation en fibres A-alpha, qui sont des fibres larges myélinisées, et la plupart de nos fibres motrices efférentes sont constituées par ce type de fibres. Ils ont aussi pour fonction de transmettre des informations sur la proprioception notamment. Les fibres A-bêta qui sont plus ou moins semblables aux fibres A-alpha, mais qui transmettent plutôt des informations sur le toucher, la pression et la vibration. Les fibres A-delta qui sont moins larges, myélinisées et qui transmettent des signaux tels que le froid et la douleur. Et enfin, les fibres C qui sont amyéléniques et beaucoup plus petites que les précédentes et qui transmettent des signaux tels que la chaleur et la douleur. Il existe aussi les fibres A-gamma qui interviennent dans la régulation de la contraction musculaire par l'intermédiaire des myocytes intrafusoriaux, ainsi que les fibres B qui jouent généralement le rôle des fibres afférentes viscérales et des fibres nerveuses préganglionnaires du système nerveux autonome. La pertinence clinique de ceci est que les fibres les moins larges sont plus facilement bloquées par les anesthésiques locaux, et c'est ce qui explique que lors d'une anesthésie, la douleur peut ne pas être ressentie par rapport au toucher par exemple qui pourrait éventuellement être ressenti. Et la plupart des méthodes d'étude des nerfs permettent souvent l'étude des fibres larges, mais pas les plus petites. Il existe d'autres cellules au niveau du système nerveux périphérique qu'on ne détaillera pas vraiment dans cette vidéo. Ce sont tous les différents récepteurs sensoriels avec leurs différentes classes. Récapitulons. Avant de voir cette dernière partie, je vous invite vivement à mettre la vidéo sur pause et à essayer de réviser tout ce que l'on vient de faire dans cette vidéo sans la revoir. Le système nerveux est d'une importance primordiale dans tout ce que nous faisons et il est divisé en deux parties. Le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique est à son tour divisé en parties afférentes et en parties efférentes. Le système nerveux, qu'il soit central ou périphérique, est composé de deux principaux groupes cellulaires. Les neurones qui constituent les unités structurales et fonctionnelles du système nerveux et les cellules gliales ou gliocytes ou encore névroglies qui constituent les cellules de soutien. Au repos, le neurone maintient un potentiel appelé potentiel de repos qui est dû à la différence dans la composition ionique du cytoplasme et du liquide interstitiel et à la différence de perméabilité de la membrane plasmique à ces ions. Si au niveau d'une synapse, un neurotransmetteur excitateur entraîne la dépolarisation, il y aura génération de potentiel postsynaptique excitateur ou PPSE qui pourront se propager jusqu'au segment initial de l'axone pour générer alors un potentiel d'action qui se transmettra plus rapidement dans les neurones myélinisés. Dans le cas où le neurotransmetteur libéré dans la fente synaptique est inhibiteur, on enregistrera plutôt un potentiel postsynaptique inhibiteur et le neurone devient alors moins susceptible de générer un potentiel d'action. Enfin, il existe plusieurs types de fibres nerveuses classifiées selon leur diamètre et leur degré de myélinisation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur les réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine.